Merci à tous d'être là en tout cas. Juste, je vais vous présenter un petit peu le déroulé de cette conférence. Tout d'abord, bien sûr, Bernard Sarrazin, le président, va commencer par présenter ses objectifs de la saison, les objectifs qu'il a définis pour le club et pour l'équipe première notamment. Derrière, Sylvain, notre entraîneur principal, parlera des moyens qui ont été mis en place pour atteindre ces objectifs. Et puis je finirai par un petit peu l'organisation générale de la saison, que ce soit à domicile, à l'extérieur, enfin voilà, des choses un peu plus organisationnelles. Voilà, Bernard, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Rebonjour à tous. Donc comme vous l'a dit Cédric il y a quelques minutes, je vais vous présenter les objectifs de l'équipe pour cette année. Donc je ne parlerai que de l'équipe 1, je ne parlerai pas volontairement de l'équipe réserve parce que vous savez qu'on a quelques soucis avec, qu'on n'est pas encore prêt avec cette équipe et qu'il faut attendre encore quelques semaines avant qu'on rééquilibre un petit peu les choses donc par rapport au Toulouse Olympique Broncos. Donc on va rester sur la partie équipe 1 Ligue 1. Donc les objectifs, mais écoutez, ils ne sont pas compliqués. Il y en a deux, enfin je dirais même il y en a trois. Le premier objectif de tous, c'est bien évidemment de pouvoir accéder en Super League. Accéder à la Super League, ça veut dire qu'il nous faut à minima 3 ans en supposant que tout se passe bien. Ça veut dire qu'il faut quand même que dans les 3 à 5 ans au plus tard, il faut que nous soyons en Super League. L'objectif du club est à ce niveau-là. Ensuite, le deuxième objectif, évidemment, mais qui rejoint le premier, c'est de pouvoir être passé en Championship dès l'année prochaine, c'est-à-dire à la catégorie au-dessus. Pour cela, il y a 2 options possibles. La première, c'est de finir premier, et là, tout est simple pour nous. La deuxième, c'est de passer par les playoffs, qui nous permettra également, si on arrive au bout, d'accéder également à Championship. Alors la Championship, c'est quelque chose qui est, je dirais, intéressant pour nous, notamment sur le plan financier, puisque nous avons là droit à des droits télé et à des indemnités qui nous seront remis par la RFL et qui sont beaucoup plus importantes que celles que nous allons avoir cette année, qui est pour nous une année très difficile, parce que justement, il faut jongler d'une part avec des déplacements très importants, puisque nous avons 7-8, je crois, déplacements à effectuer en Angleterre, où on va amener chaque fois avec 5 personnes, donc il y a un coût qui est très élevé. Et de l'autre côté, une subvention qui nous est donnée par la RFL et qui ne paye pas la moitié de ces déplacements. Donc ça veut dire qu'autour, nous, il faut qu'on s'organise pour trouver les sommes manquantes, en sachant, comme je l'ai dit tout à l'heure en plaisantant, en vous donnant le café, en vous disant qu'il n'y avait pas de croissance cette année, vous le savez, nous avons une diminution de l'ordre de 15% de notre subvention qui nous était habituellement attribuée par la municipalité. Enfin, nous et les autres clubs, entendons-nous bien. Alors ensuite, le troisième objectif, mais qui rejoint bien sûr le premier, mais celui-là il me titille un petit peu particulièrement, c'est que j'aimerais bien ramener ici le bouclier du champion d'Angleterre. Voilà, ça c'est le troisième objectif, qui rejoint le deuxième, on est d'accord. Donc tout ça c'est très ambitieux, bien sûr. Et je pense il ne faut pas considérer que c'est de la prétention de notre part de vouloir arriver à réaliser tous ces objectifs, parce que nous nous en donnons les moyens. Nous nous en donnons les moyens au niveau de notre organisation que nous mettons en place, une véritable organisation professionnelle à tout le niveau, que ce soit sur le plan administratif, sur le plan sportif, financièrement également, puisque nous allons faire des interventions sur notre capital pour le développer et essayer d'amener un peu plus d'actionnaires au niveau du club. Ça va être fait dans le courant du mois de mars. Et ensuite, Sylvain vous en parlera tout à l'heure, nous l'avons aussi renforcé bien évidemment au niveau de certains joueurs. Donc cette année, nous avons pris Reich Kuran,
un pilier qui vient de Villeneuve-sur-Lot. Nous avons pris Bastien Canet, pilier également, qui vient de Carcassonne. Et puis le tout dernier, là il faut que je regarde le nom parce que je n'arrive pas à m'en rappeler, qui nous vient de Nouvelle-Zélande. Il est encore à Auckland à l'heure qu'il est. Il sera parmi nous dès mercredi prochain. C'est Tila Epi, c'est un joueur qui a joué quelques matchs en Super League, 5 ou 6 matchs en Super League. C'est un joueur de haut niveau. Et donc il va nous rejoindre d'ici quelques jours. Sylvain vous donnera un peu plus de détails là-dessus. Donc voilà, en ce qui concerne un petit peu... Pilier. Mais il peut jouer deuxième ou troisième ligne, c'est ça Sylvain. Voilà. J'ai bien retenu la leçon. Donc voilà, si vous voulez, un petit peu pour cette année. Alors je sais que parce que tout à l'heure la question a été posée. En ce qui concerne le stade, et ça aussi Cédric va sans doute en parler tout à l'heure, il va vous donner les informations qu'on a eues de la mairie. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que nous allons donc, tous nos matchs seront faits à Blagnac, parce que c'est un stade qui est beaucoup plus grand, c'est un stade où il y a des loges où on peut offrir une prestation à nos partenaires qu'on ne pourrait pas faire ici. Et tous les matchs se dérouleront là-bas, à l'exception peut-être d'un match de coupe, si il doit se jouer ici à Toulouse, et d'ici courant février, ce dernier match, on le jouera peut-être ici, un signe d'au revoir au Stade Arlonnais. Voilà. Donc j'espère qu'avec tout ce que nous avons mis en œuvre, nous allons pouvoir arriver à nos fins. Et je serai, j'espère, très heureux, et eux, autant que moi, bien évidemment, pouvoir vous ramener notre bout de bois anglais, qui nous manque ici. On a déjà le crochet, mais il nous manque le tableau. Merci à vous. C'est à toi ? C'est à moi. Ok, mon intervention aujourd'hui, je vais la faire par rapport à... Vous voyez, notre président il nous a mis des objectifs assez remplis et élevés, hein, quoique si on est là, c'est qu'on estime qu'on se doit d'y arriver, on peut y arriver. Sinon, je ne m'embarquerai pas dans des choses où je pense que c'est impossible. Mais la première chose par rapport à ça, c'est les moyens. Qu'est-ce qu'on a mis en place pendant ces 6 mois, je vous dirais, que depuis qu'on a fait la décision et maintenant. Et la première chose, c'est le staff. Qu'est-ce qu'on a fait avec ce staff ? Vous pouvez voir un peu derrière où on l'a étoffé. Il devient de plus en plus conséquent parce que pour nous, on estime que donner le maximum d'outils, de matériel à nos joueurs, ça passe par la compétence du membre des staff sportifs. Donc, je vais passer la parole de suite à Adam parce qu'il doit partir malheureusement, il doit récupérer son enfant pour qu'il se présente et qu'il vous explique un peu son rôle au sein de notre organisation. Bonjour tout le monde. Donc cette année on va expliquer un peu plus après, mais en détail. Mais on a vraiment passé un côté professionnel cette année. Donc, qui rendra mon boulot beaucoup plus facile, disons, on passe à 3 mois d'intersaison. Auparavant, on n'avait que 6 semaines avec un squad complet. Donc, c'est compris de 4 séances par semaine, muscu et terrain. Donc, on peut voir par rapport aux années précédentes avec les résultats que cette année, on a vraiment passé un cap et en force, en vitesse et au côté athlétique. Et je pense que pour ce championnat anglais, c'est vraiment ce qu'il nous fallait. Parce qu'on sait que les packs sont très forts, donc mon job principal c'était de rendre les mecs beaucoup plus explosifs cette année. Mais comme je dis, je pense qu'on a réussi, on n'y est pas encore au bout. Il reste quelques semaines encore pour préparer les mecs, mais on n'y est pas très loin. Je pense que ça ferait tout pour moi. Ce qu'il oublie un peu, Adam, c'est quand même c'est vrai que c'est un ancien donc joueur du Théo. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est dans sa préparation physique, c'est qu'il adapte beaucoup ses entraînements par rapport à notre style de jeu. C'est pas vraiment de la préparation physique pure du bodybuilding ou etc. On n'a aucune intention de rendre nos athlètes, nos joueurs avec des gros biceps. C'est par rapport à cette explosivité, qu'est-ce que ça va amener pour nous dans notre système de jeu, que ce soit sur le plan défensif et offensif.
Ensuite, donc, c'est un ancien arrière, ailier et centre, donc il a beaucoup de travail à faire par rapport à ces postes-là. Il est responsable de ce bac 3, bac 5 qu'on appelle. Donc il va rechercher assez dans les détails là-dessus. Voilà pour Adam, vous le connaissez tous, ça fait maintenant 2 ans, on commence la 3e année à travailler ensemble. Depuis le début, on est ensemble sur cette aventure et c'est un régal de travailler tous les deux. L'an dernier, donc, on avait rentré Christophe Toustou, responsable du centre de formation. Petit à petit, il s'est intégré avec nous dans l'organisation, dans des entraînements, dans la stratégie, nos systèmes de jeu, etc. Au fur et à mesure de l'année dernière. Et c'est quelqu'un en qui, pareil, on prend beaucoup de plaisir à échanger sur le rugby et que je pense qu'il peut nous amener encore quelque chose cette année de plus. Donc je vais y passer le micro, il va vous expliquer un peu plus en détail son boulot au sein de notre organisation. Bonjour à tous. Donc, comme le disait Sylvain, au-delà du centre de formation, je m'occuperai cette année aussi de tout ce qui concerne les analyses vidéo, donc individuelles, collectives et aussi des équipes adverses. Ensuite, sur le terrain, je serai présent par rapport surtout à la défense, donc travail collectif, défensif. Et ensuite, je m'occuperai aussi plus particulièrement des talonneurs. Du travail qu'il y a autour des talonneurs. Voilà. Ok, merci Christophe. Le reste du staff se compose donc de Greg White, qui est un joueur de notre effectif, mais qui a aussi d'autres compétences. Il est diplômé en termes de nutrition et diététique, et ça fait partie aussi de notre culture, de notre philosophie. Si on estime qu'on a des joueurs qui ont notre compétence, on les intègre facilement à notre formation, notre organisation, et on n'a aucun souci avec ça. Donc Greg, l'an dernier aussi, on l'avait intégré un peu plus au centre de formation. Maintenant, on l'ouvre par rapport à notre groupe pro, et il fait un gros travail d'éducation. Des fois, ça va de cours de cuisine à l'achat de nourriture dans les commerces, etc. Mais qu'on estime très important pour la suite et l'évolution des sportifs de haut niveau. On pense que dans les 10 prochaines années, il va y avoir une grosse marge de progression dans les sportifs de haut niveau, essentiellement, surtout en France, là-dedans, dans ce qui est diététique, nutrition et aussi bien-être, tout ce qui est mobilité, méditation, visualisation, etc. Donc voilà un peu lui son travail. Ensuite, on a Laura Larocque, qu'on a employée cette année. Elle est en charge de la réathlétisation. On n'aime pas laisser nos blessés sur le terrain et se débrouiller tout seul. Donc on estime qu'il faut, on se doit de donner le matériel nécessaire à nos joueurs pour qu'ils reviennent le plus vite possible. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a investi dans quelqu'un qui est compétent. Elle a des études donc de préparation physique et même dans un peu plus dans des centres de remise en forme, donc c'est très bien pour elle. Et le avant-dernier, donc dans le staff, c'est Jérôme et Sébastien Lafitte qui sont chargés du responsable matériel et logistique, tout ce qui va pour les entraînements, le matériel pour les entraînements, les matériels pour les matchs extérieurs à la maison, et je dirais même la préparation des vestiaires, qui est pour nous une chose assez importante. Et le dernier, c'est Joël Gonzalez-Strica, qui est chargé de nous filmer tous nos matchs et éventuellement quelques entraînements. C'est pareil, il est à la source de toutes ces images que l'on sort, que l'on peut étudier, que l'on peut analyser pour faire progresser nos joueurs. Voilà pour ce qui est du staff sportif. Donc Damien Couturier est passé entraîneur des juniors. Voilà, c'est lui qu'on l'an dernier, on avait commencé un peu ce poste-là, on savait qu'on voulait en faire un poste important, donc on avait commencé avec Damien. Voilà. Staff médical, pareil, un staff assez étoffé.
Nous avons donc 5 personnes dans notre staff médical. Ça va de Cédric Chardourne, donc notre médecin en charge, Sébastien Bulgulbur, ostéopathe, Yann Paulezel, le kiné, Jérémy Poncelet, un podologue, et Antoine Devaille, massage. Tout ceci, pareil, c'est une chose primordiale dans la vie d'un club, dans la vie d'un club qui se veut être professionnel. On veut le moins de blessés possible, et quand ils sont blessés, on veut que nos joueurs reviennent le plus vite possible. Donc pour cela, il y a pas mal de stratégies pour qu'ils se blessent le moins possible. C'est vrai que pour le moment, on leur passe toutes les semaines, ils passent une batterie de tests, que ça va de mobilité, wellness un peu, voir comment ils sont dans la tête, de souplesse, de détente, etc., de poids aussi, de forme, etc. Et derrière aussi, beaucoup de communication, on écoute beaucoup nos joueurs, et aussi avec le staff médical, quand ils passent entre leurs mains, c'est eux qui nous disent aussi s'ils sont un peu plus tendus ou pas. Et ça nous arrive de mettre des joueurs un peu plus au repos dans les semaines. On leur fait peut-être des fois une demi-heure d'entraînement au lieu d'une heure à certains. On passe beaucoup de temps individuellement à étudier nos joueurs individuellement pour qu'on ait le moins de casses possible. Ils finissent donc normalement la semaine avec des massages avec Antoine. Tout ceci pour meilleure récupération et éviter les blessures, et pour que nos joueurs soient performants de week-end en week-end à 100%. Voilà la première chose, des moyens, c'est tout ce staff qu'on a mis en place. Deuxième chose, c'est l'organisation, le fonctionnement que l'on a changé un peu cette année. On a mis entre guillemets un fonctionnement pro. Qu'est-ce que ça veut dire? On est parti depuis donc début décembre sur des entraînements lundi, mardi, jeudi, vendredi entre 10h et 14h. On s'est posé beaucoup de questions, on a des joueurs encore qui sont plus réactifs, il y en a un qui est ici, et j'ai commencé avec lui, la première question c'est par Sébastien que j'ai posé, est-ce que c'est possible pour toi de t'entraîner entre 10h et 14h? Et lui il m'a dit oui, donc c'est pour ça que je suis parti là-dedans, à fond je me suis lancé. S'il m'avait dit non, je me serais posé un peu plus de questions, mais si Sébastien, comme vous l'avez compris, c'est notre capitaine, nous dit oui, pour moi c'était une bonne chose. Donc j'ai questionné tous les plus réactifs, et au fur et à mesure, tous ils m'ont dit oui, donc on s'est lancé là-dedans. Donc il y a 2 groupes, pour les plus réactifs, ils font muscu à 11h ou à 17h. Mais le terrain se passe de midi à 14h. Ce qui, pour nous, est une évolution très très importante dans ce système, dans ce que l'on veut faire de ce club, un grand club professionnel. De s'entraîner en milieu de journée, vous comprenez, c'est un confort de travail. Quand on fait une intersaison l'hiver, c'est pas s'entraîner sous la pluie, le froid, la nuit à 18h, c'est pas rentrer à 22h, donc c'est un confort de travail en termes de vie familiale aussi pour nos joueurs qui est importante, et c'est une meilleure récupération. Encore ce mot récupération revient, on veut vraiment que nos joueurs soient très très frais, à fond, performants, donc ça veut dire qu'ils peuvent se coucher plus tôt, dormir plus longtemps et être frais pour l'entraînement, donc chercher des performances, des meilleures performances à l'entraînement et être plus compétitif. Pour cela, il a fallu qu'on cherche une nouvelle salle de muscu. Donc c'est pour ça qu'on a notre salle de muscu qui se trouve, en plus ça va bien, elle est à 100 mètres d'ici, ça s'appelle l'Essentiel 31. Donc les joueurs viennent ici, se garent, ils vont en marchant à la salle de muscu, reviennent ici en marchant et on s'entraîne. Ils ont une demi-heure pour un peu plus manger quelques fruits, prennent leur check-up de protéines, s'hydrater, et on va sur le terrain. On vous a mis atelier spécifique, donc ça veut dire que oui, ça nous permet, le groupe de 10h, 11h qui va à la muscu, on peut faire spécifiquement un peu plus de travail avec eux individuellement, que ce soit sur des fois des jeux de balles, du jeu au pied, techniques de plaquage, techniques d'exécution de tenue, etc. On passe de un peu partout. Des fois, on choisit des joueurs à qui on le rend obligatoire. C'est notre confort. 14h, il n'y a aucune obligation, mais si vous venez maintenant à 14h ici, il y a beaucoup de joueurs qui mangent après les entraînements. On a une table, on leur a mis un système de service à domicile en termes de nourriture. Donc ils peuvent passer un coup de téléphone, c'est
avec l'aide de Naturon, c'est Alain Fischer qui a mis ça en place. Donc c'est des restaurants où il y a beaucoup de salades. Donc vous comprenez, on cherche beaucoup de diététique et de nutrition, donc on va pas leur mettre des fast-food. Et c'est quelqu'un qui fait des salades bien composées où on peut choisir les ingrédients et ça convient pas mal aux joueurs. Donc ils passent un coup de téléphone, ils ont leur salade. Ouais, nous, les entraîneurs non. Ils passent leur coup de fil, ils ont leur salade ici directement au stade. Dès que c'est fini, ils prennent leur douche, ils mangent. On se devait de faire ça, surtout par rapport à nos plus réactifs. Comme Plane, c'est bien pour lui. Il a sa salade, il mange, il peut partir, il revient au boulot très vite. Donc voilà. Et de notre côté, moi je trouve que c'est vachement bien parce que on se retrouve après l'entraînement, ça nous permet de passer une heure de plus, parler en termes d'esprit d'équipe on met beaucoup l'accent là-dessus. C'est un petit peu plus. Voilà, massage, les soins, tout ce que je vous ai parlé un peu avec le staff médical, c'est un peu maintenant la routine qui s'est installée depuis 8 semaines dans ce club et qu'on se rapproche de plus en plus de grands clubs professionnels que j'ai un peu vécu, que quelques joueurs ici ont vécu. On s'en rapproche vraiment, on n'en est vraiment pas loin maintenant. Donc la pré-saison, on y vient. Je vous ai parlé, ça fait 8 semaines qu'on a attaqué. On a attaqué le 30 novembre. On a fait 4 semaines jusqu'aux vacances de Noël. Aux vacances de Noël, on leur a donné 9 jours. Les 4 semaines étaient basées sur beaucoup plus d'endurance, de prise de masse un peu en poids. 9 jours de vacances pour qu'ils restent en famille, passer Noël tranquillement et premier de l'an. Et derrière, on a rattaqué le 4 janvier. Jusque maintenant, je vais dire, notre coupure qui va se passer le vendredi. Ce vendredi ici, où c'est beaucoup plus d'explosivité, vitesse. En termes d'endurance, c'est sur des courtes distances et plus répétées, des plus courtes distances répétées, plus vite, etc. Adam, vous en parlerez mieux que moi, c'est pas mon domaine, la préparation physique. Et bien sûr, tout ce qui est technique, le concept de notre jeu, on y vient de plus en plus maintenant, plus on se rapproche de nos matchs, plus on va y venir. Pourquoi jusqu'à vendredi ? Vendredi, ça marque une autre petite coupure puisque samedi on part à Marrakech. Notre président Bernard Sarrazin a voulu nous amener à Marrakech, qui était une très excellente idée, je pense. Il veut qu'on se retrouve ensemble. Vous parlez un peu de cet esprit d'équipe, retrouver tous les joueurs, le staff et les membres du bureau. Dans un contexte un peu plus particulier, un environnement différent, un environnement que personne, pas grand monde connaît, et au soleil aussi. Donc voilà. Le programme un peu, c'est pas trop de rugby. On va les amener faire du quad, on va les amener faire du dromadaire, on va les amener. Il y a une petite séance où on peut se retrouver, mais sans ballon, c'est un peu plus esprit d'équipe, et une réunion aussi pour un peu fixer quelques objectifs. Voilà, on revient, on finit une préparation et on a un match amical le 14 février, je vais y revenir après, donc pour vous dire contre qui. Et derrière, il nous restera 2 semaines pour préparer le premier match de Challenge Cup, qui sera à maison ou à l'extérieur, comme vous a expliqué Bernard. Ça dépend le tirage au sort du 16 février. D'accord. Il y a un match de Coupe d'Angleterre le 13-14 juste avant, donc il faut attendre que ce tour passe pour ensuite qu'il y ait le tirage au sort. Voilà. L'autre moyen, c'est avec qui on va faire ça, c'est nos joueurs, l'effectif de cette année. Donc vous pouvez voir sur le tableau que vous a préparé Thomas, nous avons 27 joueurs cette année qui composeront notre effectif. Ce qui est intéressant, donc il y a 27 joueurs, 19 contrats pro, et 8 joueurs du centre formation. Sachant que dans ce centre formation, il y a des joueurs qui ont un contrat pro. Donc normalement, on a 13 joueurs dans le centre formation. Ce qui est intéressant et ce qui vous a mis en gros, c'est qu'on a un groupe quand même encore une fois à 23 ans de moyenne d'âge. Donc moi je trouve, ça me plaît. C'est un groupe où on a beaucoup de jeunes joueurs qui sont déterminés, qui sont à l'écoute et qui veulent apprendre. Et qu'on peut
dans l'optique que Bernard vous a dit, on se donne 5 ans pour être en Super League, d'accord, au minimum 3 ans, mais ça veut dire qu'avec ces joueurs qui sont avec une moyenne d'âge de 23 ans, on peut passer tous les échelons avec eux, les faire progresser petit à petit, parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire devenir un âne, un cheval de course en un mois ou en un an, ou, d'accord, ça prend du temps. Donc, derrière, à droite, vous avez les numéros de squad aussi, des joueurs. On s'arrête, donc on est allé jusqu'à 22, il y a un petit trou entre 19 et 22, ils sont à combler tous ces joueurs, c'est les joueurs qui rentreront au fur et à mesure dans notre équipe, qui compléteront ces numéros de squad. Les recrues. La première, donc Riskeran, joueur de Villeneuve, ça fait 3 ans qu'il joue à Villeneuve, c'est un Australien. Seconde ligne, c'est quelqu'un qu'on a voulu amener parce que c'est un athlète que je vous dis de cette nouvelle génération. Il fait très attention à lui, à son corps, à ce qu'il mange, à ce qu'il met, à ce qu'il boit. C'est quelqu'un qui arrive ici à 9h du matin, il repart, c'est le dernier. Il s'entraîne très très bien, c'est un exemple je pense pour nos jeunes avants. C'est pour ça qu'on est allé le chercher et je trouve qu'il répond très bien pour le moment dans les 2 mois que l'on l'a vu, on l'a vu s'entraîner. C'est vraiment quelqu'un de professionnel, je veux dire. Et il est à l'écoute, il a encore des choses à progresser, mais c'est vraiment, voilà, c'est de la puissance qu'on a amené dans notre pack. Il court de très bonnes lignes, il est défensivement, il arrive à vraiment à nous tenir, il nous tiendra ce côté gauche, donc il répond très bien à nos attentes pour le moment. Il possède une bonne libération de balles, donc c'est un bon atout pour nous aussi. Deuxième recrue, Bastien Canet, donc c'est un joueur qui évolue pilier ou seconde ligne, qui joue à Carcassonne. C'est pareil, c'est encore quelqu'un de puissant et d'agressif, là, je dirais. Sa qualité, c'est là-dedans, c'est dans tout ce qu'il veut faire, il veut le faire agressivement. C'est un grand compétiteur, il veut être le meilleur. Et il nous surprend de plus en plus, d'accord, en allant le chercher, on ne le connaissait pas forcément, il nous plaisait sur le terrain, mais il nous plaît de plus en plus à l'extérieur du terrain et sur le terrain aussi. Il est en train de vraiment ici il découvre des choses et notamment de faire attention à son corps. On n'était pas très très sûr un peu là-dessus avec lui, mais il est vraiment en train d'y rentrer dedans à fond et ça fait quelque chose, ça va faire un joueur je pense exceptionnel. Il est en train de vraiment de devenir athlétique. Il possède une bonne libération de balles, c'est quelqu'un qui défend très très bien, il passe dessous, il veut chaque fois faire mal, on aime bien ça. Et la troisième recrue, donc Bernard vous a parlé, qui vient de se faire très récemment, donc il s'appelle Tyler Happy, c'est un néo-zélandais qui a un passeport anglais. Donc il a 22 ans, il fera 23 ans au mois de juin. Il évolue un peu à tous les postes du paquet d'avant, pilier, troisième ligne, seconde ligne. C'est pareil, je lui ai posé la question, quelles étaient ses qualités. Pour lui, il m'a parlé que d'agressivité. Et c'est vrai que dans tout ce que j'ai vu par rapport à ces images, c'est quelqu'un qui court très agressivement. Il veut tout le temps gagner des mètres, il veut tout le temps tomber genou-coude pour jouer vite ses tenues. Et défensivement, c'est pareil, il a une grosse montée défensive. Et il veut tout le temps mettre ses adversaires sur le dos. Il possède une très bonne libération de balles. Ça fait les 3 joueurs un peu que je vous ai dit, une bonne libération de balles, c'est ce qu'on voulait amener. D'accord, on veut amener un peu plus de créativité dans notre jeu. Donc c'est pour ça qu'on est allé chercher des joueurs qui vont nous amener ça. Voilà pour les 3 recrues. Vous avez des questions ? Est-ce que tu comptes récupérer des gars des Broncos ? Sur les joueurs des Broncos, donc dans ces 27 joueurs, on en a 7 qui évoluent toutes les semaines avec les Broncos. Individuellement, il y a des choses très très intéressantes que l'on voit. Il faut savoir que évoluer dans cette équipe de Toulouse Broncos n'est pas évidente pour le moment. Nous, on vous parle là, ici de 23 ans de moyenne d'âge, ils sont à peine à 20 ans. Et je pars du principe qu'individuellement, on voit des choses intéressantes.
je pense que les joueurs, si on est amené à faire évoluer, et je compte en faire évoluer, c'est pour ça que pour le moment on n'a qu'une vingtaine de joueurs sous contrat, donc il nous en faudra, on ne passera pas la saison avec 20 joueurs, je veux les faire jouer, je veux les faire évoluer, et c'est notre stratégie, on veut faire jouer nos jeunes joueurs, et je pense que ce sera plus facile pour eux d'évoluer dans notre groupe, dans notre équipe, que pour le moment dans cette équipe des Toulouse Broncos en Elite 1. Par rapport à l'élite 1, le haut du tableau est probablement, c'est peut-être pas le même jeu, mais il est probablement au même niveau que les meilleures équipes de l'élite 1. C'est pas tout à fait le même jeu parce qu'ils exploitent un peu moins les espaces qu'en Elite 1. En Elite 1, je trouve que ça exploite bien les espaces, mais c'est un jeu plus destructeur. La Ligue 1, où ça utilise beaucoup de leur puissance du paquet d'avant pour nous détruire au milieu et pour éventuellement après jouer. Donc c'est quand même, ça va faire des matchs où il n'y a pas beaucoup de fautes, c'est très discipliné. Ils basent là-dessus sur compléter les chaînes, pas prendre de pénalités et pas faire de faute de main. Donc ça fait que nous, si on part un peu du même système, ça va faire beaucoup de matchs avec beaucoup d'intensité. Ça veut dire que c'est à eux le ballon, à nous le ballon, à eux le ballon, à nous le ballon. Après notre jeu, si vous le suivez un peu plus sur les 2 dernières années, c'est beaucoup plus d'utiliser les espaces. Donc ça va être intéressant de voir comment les 2 jeux vont s'affronter. L'arbitrage, ce sera toujours l'arbitrage britannique Ce sera toujours l'arbitrage britannique, à part peut-être éventuellement quelques exceptions. Je sais que les années, quand on était en Championship, il y avait 1 ou 2 matchs des fois où c'était un arbitre français, mais pour le moment, oui, on part sur un arbitre anglais. Pour le match amical, on risque d'en avoir un, d'en faire descendre un, c'est dans le plan, parce que c'est vrai qu'il y a quelques règles qui différencient sur l'arbitrage, notamment sur tout ce qui est aux tenues, ralentissement de tenue, etc. Où en France, dès qu'on est plaqué, dès qu'on est au sol, on lâche. En Angleterre, il y a un peu plus de lutte et de travail au sol. Donc on veut vraiment clarifier ça. Après, nous, on va travailler avec eux. On ne va pas travailler contre les arbitres. Vous savez ma politique là-dessus sur les arbitres. Ils font partie du match. On ne peut pas les contrôler, mais on peut travailler avec eux pour vraiment comprendre les interprétations qu'ils veulent. Donc c'est pour ça qu'on va en faire revenir un et qui nous explique vraiment ce qu'ils attendent avec nous, le staff, mais aussi avec les joueurs, et que les joueurs posent leurs questions pour que tout soit bien clarifié. Sylvain, quelles seront les équipes qui vont jouer pour pouvoir prétendre à la montée au titre à part le Toulouse Olympique? La première, ce sera Kiflé. Vous avez joué en Championship. Qu'on a joué en Championship, en Challenge Cup à une époque, on les jouait 3 ou 4 fois par an. 2 ou 3 équipes qui étaient en Championship. Oui, il y a 2 équipes qui descendent de Championship, d'accord, déjà. Donc, donc ça va en faire partie. Il y a Doncaster, il y a Hunslet, il y a York, il y a Barrow, il y a toutes ces équipes-là. Des clubs historiques. Exactement. Tout à fait. C'est vraiment ces clubs-là quand même qui quand je te parle de Kiflé, ils ont un squad de 35 joueurs, ils ont une équipe en réserve. J'ai reçu là, le match amical qu'ils ont fait contre Halifax, et quand je parle de puissance et de physique, ils ont de belles cocottes. Donc ouais, ça va pas être. Il va falloir que. Mais intéressant en même temps, heureusement que ça va nous challenger. Voilà, exactement. Ça va être des joueurs nouveaux qu'on ne connaît pas. Il y en a quelques-uns qu'on connaît depuis quand on était en Championship. Mais ça va être, c'est tout nouveau, et c'est pour ça que nous on est excités, les joueurs aussi, de voir ce rugby un peu différent que l'on a vu en Elite 1. C'est de nouveaux joueurs, c'est différents stades, ambiance, atmosphère, et c'est différents styles de rugby. Donc c'est très très. La Ligue 1, donc c'est Swinton qui est passé, qui est monté directement, et l'autre qui est monté. Tu me poses une colle. Oldham. Voilà. On va y venir. Attends, je veux passer à l'autre slide, si vous avez fini là-dessus. Pour diriger un peu pour nous, cette équipe, d'accord, et cet effectif. Donc je veux vous annoncer le capitaine et le vice-capitaine. Ça fait 2 ans
que ça marche comme ça. Ça fait 2 ans que j'ai entièrement confiance dans ces leaders. Ce sont pour nous, en termes de leaders, 2 personnes exceptionnelles, que ce soit sur le terrain et à l'extérieur. Donc le capitaine de cette équipe sera Sébastien Planas, qui, pour le moment, on peut le dire, est le capitaine le plus titré du Toulouse Olympique, donc avec 2 titres de champion de France et un titre de Coupe de France. Je sais pas, on n'est pas allé assez loin, non? Tu me dirais? Ah ouais, c'est la Coupe de France qui. C'est bien sûr. Ouais. Je sais que ça te plaît, les statistiques. Je pense, là on n'est pas allé assez loin, mais. C'est pas lui qui a fait le plus de finales, c'est Georges Heger. Ah ouais, mais Georges il a perdu. Ah ouais, mais Georges est à la retraite, pas lui. Et je sais pas. Ouais. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est. Après, je sais pas, on a notre statisticien Raymond Roussenac, on l'a pas fait remonter plus loin, mais c'est vrai que quand même, vous pouvez voir, il y a une statistique moi qui m'impressionne, c'est quand même il a 195 matchs joués pour le Toulouse Olympique, et je pense que ça doit pas être, je sais pas Didier, peut-être toi mais il doit pas en avoir beaucoup qui ont joué autant de matchs, des joueurs du Toulouse Olympique. 195. Ah ouais, il y avait moins de matchs. Ouais. Donc, exactement. Voilà, et après, il est. C'est quelqu'un qui est plus réactif, mais qui a faux motivé, qui est déterminé tout le temps dans tout ce qu'il veut faire. Il veut être le meilleur quand il rentre sur le terrain, et que ce soit même à l'entraînement. Donc voilà pourquoi c'est le capitaine de ce club. Il a fait une Coupe du Monde, il a été international. Et maintenant il faut qu'on l'amène comme je lui dis, je sais de toute façon, hein, je lui dis, mais il faut qu'on l'amène le plus loin possible. Il faut qu'on fasse attention à lui, à son corps, pour qu'il continue à être performant de semaine en semaine. Et le vice-capitaine donc sera Jonathan Ford, qui est c'est plus notre stratège de jeu. C'est le joueur qui, quand il rentre sur le terrain, rend les autres joueurs 2 fois meilleurs. Et c'est son but. C'est pareil. C'est ce que j'attends de lui, c'est de nous diriger cette équipe et de nous rendre tout le monde, de monter notre niveau. Jono est quelqu'un d'atypique aussi, d'accord, dans ce rôle de demi d'ouverture. Il y en a pas beaucoup qui sont aussi grands, aussi lourds que lui, mais c'est quelqu'un qui est très fort athlétiquement, qui a une très bonne coordination, qui a une très bonne gestuelle de ballon, de pied, très athlétique. Donc c'est vraiment un plaisir que pour nous ça fait 4 ans maintenant qu'il est à ce club. Il a fait 78 matchs, il joue pour les îles Cook, et sa dernière apparition, il était capitaine des îles Cook. Donc voilà. Voilà pour Jono. Je vous leur passe la parole si vous avez quelques questions, s'ils veulent dire quelques mots eux. Salut. Oui, quoi. Il faut dire quoi? Attends, peut-être. Non, oui, moi, ma 10e saison au club, je me tarde qu'on commence la saison. J'aimerais être le premier capitaine à ramener un titre anglais, et voilà, hâte que ça recommence. Ensuite, toujours un plaisir de pouvoir diriger cette équipe. Il n'y a pas plus simple comme job. J'ai que des gars au top, à l'écoute, toujours prêts à aller à la guerre pour l'équipe. Donc c'est vraiment un plaisir, un honneur d'être à la tête de cette équipe. Wally. Ouais, c'est bon. Et pour moi, j'ai juste très excité pour la saison venue. C'est tout. Comment? Est-ce qu'il peut postuler à l'équipe de France vu qu'il y a 3 ans qu'il ne peut pas, vu qu'il est... Non. J'ai joué pour la qualification avec le Cook. On peut jouer contre Tonga. Dans 3 ans, il peut. Ouais. Pas pour les Cook. Ah ok, oui. Mais c'est possible pour Marc, hein. Ouais. Mais moi, non. Oui. Qui rentre dès septembre, et Marc est là dans 2 ans.
Qui c'est qui peut avoir la l'équipe de France qui peut postuler? Un peu tous, je crois qu'il y a Mourad Kiroche qui a fait quelques matchs là cet automne, Clément Boyer, il y a Bastien Canet qui était tout proche, donc il y a Riz qui peut jouer également, et après je pense que c'est aussi une source de motivation pour tous les jeunes du club, quoi. Je pense qu'ils vont encore prendre de l'expérience cette année, donc c'est de bon augure pour la Coupe du Monde à venir. Est-ce qu'il y a des pros qui sont uniquement pro, il y a les pros sont opératifs, ou les étrangers sont uniquement pro? Ouais, vas-y. Pourquoi on a fait ce système, cette organisation? C'est parce qu'on a vu qu'on n'avait que 4 ou 5 plus réactifs maintenant. Donc tout le reste est soit dans le centre de formation et étudiant, mais comme ils sont dans le centre de formation, ça nous permet d'avoir quand même des horaires aménagés, et les autres sont pros. Donc voilà, c'est pour ça qu'aussi on est passé dans on avait vite vu que par rapport à l'an dernier, bon, on a quelques joueurs qui sont partis et qui travaillaient, donc il en restait plus beaucoup. Donc c'était vraiment, je me semblais le bon moment, en plus en partant dans la Ligue 1 et dans ce challenge, de le faire. Voilà. Au niveau du volume d'entraînement, ça a monté c'est difficile à quantifier peut-être, mais... Des intersaisons, avant on faisait des intersaisons de 6 semaines avec 3 entraînements par semaine, 3 muscu, 3 terrains. Maintenant on est passé à 3 mois d'intersaison avec 4 entraînements muscu, 4 entraînements de terrain, plus 2 ateliers spécifiques. Donc non, en volume d'entraînement, ouais, on est et en plus on fait pas des entraînements très longs. En étant 4 fois sur le terrain par semaine, on fait 1h15, mais c'est très très intense. Donc après, moi, il faut leur poser la question, mais c'est vrai que je pense qu'ils sont, on le voit un peu, même là, c'est la 4e semaine. Dès qu'on arrive suite à la 4e semaine d'affilée, cette semaine-là, elle est un peu plus compliquée dans les organismes. C'est vrai qu'on les pousse pas mal, on les a poussés pas mal mentalement, physiquement. C'est fait exprès aussi. C'est pour que près derrière, on fasse que du rugby, j'ai envie de dire, et qu'on les maintienne athlétiquement, on les maintiendra avec les matchs qu'ils jouent semaine après semaine. Donc c'est notre idée, et après qu'on les fasse beaucoup récupérer. C'est peut-être plus une question pour le président. Quel sera le budget Alors, le budget de la Ligue 1 sera 2,5 millions. Je ne parle pas de la sauver, entendons-nous bien, uniquement le budget de la... 1,5, oui. Et ça, c'est vrai, je ne me trompe pas, ouais. Voilà. Et pour l'équipe première, uniquement. Au niveau de la Ligue 1, ça se situe Vers le haut. Plutôt vers le haut. Voilà. Mais qu'on juge encore très bas pour nous. Mais plutôt vers le haut, oui. 1,2 million l'an dernier, oui. Mais en fait, il a fallu réévaluer, notamment à cause des déplacements, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on avait avant. Et puis aussi, plus on monte et plus les salaires des joueurs évoluent aussi, bien évidemment. 75 000 livres sterling. 100 000. 100 000 euros, oui. Aujourd'hui, ça fait 100 000 euros. Au double. Le double. Au double. Voilà. Sylvain ou Cédric, est-ce qu'il y a un bonus défensif comme il y avait le championship à l'époque? Non. Il n'y a pas de bonus défensif. Pardon. Ils l'ont sorti de toutes leurs compétitions, de la Super League jusqu'à la Ligue 1. Voilà. C'est 2, 1 et 0. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tom, justement, tu... Ouais. Attends, ouais. On peut parler du match amical après on vous en parle. Je te... Hein? C'est ça. On passe au match amical donc. Contre Saint-Gaudens, on va le 14 février, donc le dimanche 14 février à Saint-Gaudens. Je vous avoue que ça a été très très compliqué ce match amical de trouver. Toutes les équipes sont en compétition. On voulait en faire même 2, mais ça n'a pas été évident. Alors je ne vais pas vous mentir, on a failli faire venir les Sydney Roosters ici. D'accord, ils viennent jouer contre le World Club Challenge.
en Angleterre la semaine d'après, et ça s'est joué à un avion près, et sinon on avait les Sydney Roosters à Toulouse, qui aurait été quand même, je pense, un très bon coup, et un bon commencement. Bon, on n'a pas pu le faire, hein. C'est dommage. Mais et après bon, on a contacté beaucoup d'équipes, que ce soit même avec les Dragons catalans, mais pour nous c'est trop tôt par rapport à notre commencement, comme on est l'équipe qui commence le plus tard. Les clubs d'élite sont tous en compétition. Lors de Qatar, on en avait contacté eux, c'est pas évident puisqu'ils ont déplacé des matchs pour jouer les Dragons, et là ils pouvaient pas déplacer des matchs. Donc voilà, on remercie Saint-Gaudens parce que ça nous fait au moins quand même un match. On voulait ce match de préparation, c'est surtout parce qu'on commence par un tour de Challenge Cup. Donc Thomas, tu peux passer à l'autre slide. Et on commence par ce match de Challenge Cup qui est assez... c'est un match, comme vous savez, de phase finale, et on ne veut pas passer à travers. On veut aller le plus loin possible dans cette Challenge Cup. Donc on voulait quelques matchs de préparation pour se préparer le mieux possible. Car après, comme vous le voyez, le calendrier est assez favorable pour nous, je trouve. On reçoit 2 fois à la maison des équipes comme Coventry et ML. Après, on va à South Wales, on reçoit Oxford. Si vous voulez, c'est toutes des équipes du Sud un peu qui ne sont pas encore... l'an dernier étaient dans tout ce qui était la partie faible. Donc voilà, ça nous permettra vraiment quand même de monter en puissance au fur et à mesure des matchs pour se préparer, parce qu'après, bien sûr, il faudra recevoir toutes les grosses équipes. Voilà, pour moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais... Ouais, et ça maintenant. Cédric, je vous passe la parole à Cédric. Alors, juste, parce que j'ai la transition qui est toute trouvée, je reviens juste après sur le stade. C'est parce qu'on en a pas mal parlé, notamment avec Didier et Sylvain, au niveau de la compétition en elle-même. Donc, bon, ce qui est quand même intéressant, c'est qu'il y a 15 clubs dans cette compétition, et puis comme vous pouvez le voir sur la carte d'Angleterre, on va vraiment vadrouiller et quadriller toute l'Angleterre, plus un peu le Pays de Galles, puisqu'il y a deux équipes galloises. Et après, par rapport au format de la compétition, ça rejoint un peu la réflexion de la fédération anglaise, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette compétition est quand même, selon ce qu'on en connaît, ce qu'on en a vu, est quand même à 2 vitesses. C'est-à-dire qu'il y a pour faire simple, des clubs du Sud qui sont en plein développement, mais qui n'ont pas encore rattrapé leur retard, et puis des clubs historiques du nord de l'Angleterre, avec de Barrow jusqu'à Doncaster, en passant par Kisleigh, etc., qui sont un peu plus qui sont plus développés, qui ont parfois des renforts aussi de clubs de Super League, et qui connaissent pour pas mal le Championship. Barrow, Kisleigh, tout ça s'est passé par le Championship, et donc la première phase, c'est 15 équipes, match aller simple, c'est-à-dire 14 matchs, 7 domiciles, 7 extérieurs. Et la deuxième phase, justement, on va retrouver un top 8 qui nous intéresse, où là, il y aura les 8 meilleures équipes de la première phase qui conservent leurs points au classement. Donc ça, c'est important. Ça veut dire que dès le premier match, les points engrangés seront importants. Et dans cette deuxième phase, donc, ces 8 équipes se rencontrent de nouveau une seule fois, en match aller simple, donc 7 matchs de plus. Vous allez me dire, ça fait un nombre impair, donc comment ça se passe pour le nombre de matchs domicile, le nombre de matchs extérieurs? Eh bien c'est simple, les 4 premiers de la première phase auront l'avantage de recevoir 4 fois, de se déplacer 3 fois, et les 4 suivants l'inverse. Voilà, donc c'est première partie saison qui compte pour la deuxième, et deuxième partie saison qui est très, très intéressante. Ensuite, à l'issue de cette deuxième partie saison, on bascule sur les playoffs. Donc pour monter, a priori, 2 solutions. Si on arrive à atteindre notre objectif d'être premier du classement de la phase régulière, un premier match 1 contre 2. Voilà. Ce qui est important de savoir, c'est que dans tous les playoffs, dans toutes les phases finales, les matchs se dérouleront sur le terrain du mieux classé. Donc ça veut dire que le match 1 contre 2, si on se débrouille bien, il sera ici, dans le sud-ouest de la France. Donc il y a un avantage quand même, je pense, assez considérable. Surtout, ça sera autour du 20 septembre, donc il peut encore y avoir des très beaux jours.
Et donc je pense que c'est vraiment un avantage. Derrière, le perdant, donc le vainqueur est promu de ce match 1 contre 2. Le perdant est rebasculé dans un deuxième phase finale. Donc le perdant jouera contre le 5e, le 3e jouera contre le 4e, et puis une finale d'accession qui verra un deuxième promu. Voilà. Donc l'objectif, comme il a été dit par Bernard et par Sylvain, il est clairement d'être, si ce n'est premier, dans les 2 premiers, pour réellement jouer ce premier match d'accession et voilà, et si ça se passe mal, en avoir un deuxième. Des questions sur la compétition les schémas sont clairs. Bien joué Thomas. Donc après au niveau du stade, donc justement au niveau du stade, donc bon, pour les raisons qui ont été un peu évoquées par Bernard, c'est-à-dire premièrement on change de division, on va toujours vers le professionnalisme. L'enceinte des Minimes, même si c'est notre enceinte de cœur et que on adore y jouer dessus, je pense que les joueurs et le staff sont tous d'accord là-dessus, elle n'offre pas aujourd'hui les infrastructures pour notre évolution en tant que club professionnel, que ça soit sur le terrain en termes de vestiaire pour les joueurs, de confort de vestiaire et d'accueil pour les équipes adverses aussi, mais aussi en dehors du terrain, que ce soit pour le grand public ou pour le public VIP, type partenaire, etc. Voilà, donc à Blagnac, c'est vrai qu'on y avait joué 3 matchs en 2009 en Championship. Ces 3 délocalisations nous ont laissé un super souvenir. Je crois que Sylvain, en tant que joueur, t'avais bien apprécié. Et donc, on s'est tout naturellement, ça nous a paru être l'enceinte la plus adaptée à cette compétition-là. Et donc, on s'est tout naturellement tourné vers le club de Blagnac Rugby, avec qui on s'entend très bien. Et ça s'est fait très simplement et très naturellement. Voilà, donc c'est un stade, pour rappel, qui fait 4000 places assises, une capacité de 6000 places à peu près, 9 loges, et puis tout ce qui va bien pour les réceptifs associés. Donc effectivement, la raison principale, ça a été bien sûr ces infrastructures, et la deuxième raison, c'est de clairement laisser le champ libre à la procédure de la mairie de Toulouse pour que les travaux débutent au plus vite, sachant que, je crois que ça a été dit tout à l'heure, avant le 20 février, il y aura une réunion de validation du projet, une réunion publique un petit peu de validation du projet qui va être organisée par la mairie de Toulouse. Nous, la mairie de Toulouse nous a assuré, les budgets sont votés. Le dernier acteur qui manquait était le conseil départemental, et le président Méric a clairement affiché son soutien financier au stade, et je crois qu'il l'a refait d'ailleurs pour l'inauguration du stadium il y a une quinzaine de jours, disant que le conseil départemental allait participer à la reconstruction du stade arnonnais. Donc a priori tous les voyants sont au vert. Maintenant, il y a des procédures qui sont assez longues, des procédures publiques qui sont assez longues, et donc voilà, on est vigilant et on va faire en sorte que ça aille le plus vite possible. Mais c'est vrai que c'est pas évident de dire à quel moment exactement on rentrera dans le stade. On espère clairement passer maximum 2 saisons à Blagnac. Sur le stade, oui. Et les Broncos, la poule de 3, la poule C, ils vont la jouer à Souciano? Non, ils vont la jouer ici, puisque la poule de 3 se terminera fin mars et les travaux n'auront pas débuté d'ici à fin mars. Donc voilà, et ce qui est clair, c'est que les Toulouse Olympique Broncos vont finir leur championnat à Arnonnais. Voilà. Et pour la saison prochaine, c'est des discussions avec le service des sports et voir, parce que Strucciano nécessite quand même quelques aménagements pour évoluer en Elite 1. Voilà. Et la tarification,
voilà, le stade de Blagnac nous permet de proposer différentes tarifications et des tarifications notamment attractives, je pense. On est resté sur des tarifs très raisonnables et puis on a décidé pour la campagne d'abonnement parce que le but c'est de faire venir un public en nombre, de faire des abonnements à partir de 49 €, ce qui veut dire que il y aura minimum 10 matchs et normalement 11 si vous avez suivi le format de la compétition. Ça veut dire que ça fait moins de 5 € le match, à partir de moins de 5 € le match en prenant un abonnement. Donc voilà, on l'a lancé, vous avez dû l'avoir passé hier. On espère avoir pas mal d'abonnés. Ensuite, donc pour les déplacements, c'était pour la partie domicile. Pour les déplacements en Angleterre, c'est vrai qu'on va proposer à tous nos supporters, comme on le faisait, et partenaires, comme on le faisait avant, les déplacements en Angleterre avec l'équipe. C'est ça qui est intéressant. Et puis à un tarif défiant toute concurrence, puisque c'est quasiment du prix coûtant. Et puis on a décidé également, en plus de ça, d'organiser une opération phare, comme on avait pu le faire l'année dernière avec le déplacement à Warrington. On a décidé d'affréter un avion qui fera 109 places pour aller à Newcastle. Alors pourquoi Newcastle? Parce qu'on a fait Manchester l'année dernière et Newcastle c'est une ville quand même qui est très sympathique. C'est également un stade qui est de qualité, puisque c'est le stade où également évoluent les Newcastle Falcons, l'équipe de 15 où jouait Johnny Wilkinson. Voilà. Ouais, ça c'était il y a un petit moment quand même. Et puis le 11-12 juin, bon, c'était les beaux jours commencent à arriver, même au nord de l'Angleterre. Voilà, donc cette opération elle va être commercialisée très prochainement et on restera sur des tarifs de l'ordre de celui de Warrington. Pour finir, on a souhaité vous montrer un petit peu en exclusivité les maillots de la saison. Alors voilà, on est resté sur un maillot principal qui garde les couleurs traditionnelles du club, le bleu et le blanc. Et puis comme pour les dernières années sur le maillot alternatif, c'est vrai qu'on a décidé de faire quelque chose un peu différent et avec des motifs maoris et des couleurs qui sont pas du tout maoris. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour d'être venu. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Et sinon, je propose d'aller voir le pot de l'amitié.